The floor to the representative of Burundi. Merci, Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le Président du Conseil de sécurité, Excellences, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil de sécurité, chers collègues, participants, permettez-moi avant tout, Monsieur le Président, de vous remercier sincèrement pour avoir convoqué cette importante réunion dédiée à la situation politique au Burundi et vous féliciter tout naturellement pour votre accession à la présidence tournante du Conseil de sécurité pour le mois de juillet 2015. Je remercie également tous les autres membres de ce prestigieux Conseil qui ne cessent de fournir des efforts fort remarquables pour contribuer à solutionner la crise burundaise. Permettez-moi aussi de féliciter et de remercier surtout M. Taillé et le haut-commissaire aux droits de l'homme pour le briefing qu'il vient de nous faire, qui nous a permis d'en savoir plus, même si certains passages de ce briefing n'ont pas l'approbation de ma délégation. Monsieur le Président, ma délégation prend note du contenu du rapport du secrétaire général sur la mission électorale des Nations Unies au Burundi, contenu dans le document S 2015-510, rendu public ce 7 juillet 2015. Je n'y reviendrai pas longuement car le dit rapport couvre la période d'avant les élections du 29 juin 2015. Aussi, certains passages des 66 paragraphes qui le composent ne sont plus d'actualité. D'autres éléments d'information connus entre-temps de nouveaux développements positifs. Je me permets donc de vous entretenir, Monsieur le Président, sur la situation du moment et actualité oblige. Mais auparavant, je ferai un petit commentaire sur la partie où le rapport parle de l'usage excessif de la force par la police nationale du Burundi. Cette accusation ne tient plus aujourd'hui car un des acteurs du putsch avorté du 13 mai 2015, un certain Ngendakumana Léonard, vient de revendiquer publiquement toutes les grenades et tous les autres actes de violence perpétrés contre les policiers et contre les populations civiles pendant l'insurrection, en préparation au coup d'État et après le putsch pour l'empêcher et torpiller les élections. Cette revendication a été faite par l'entreprise d'une chaîne de télévision kenyane et a été reprise par plusieurs chaînes occidentales comme la RFI, TV5, DW, etc., etc. En affirmant sur la voie publique que ce sont les putschistes qui signent les attaques qui ont eu lieu dans le pays, y compris les grenades dont a fait allusion le haut-commissaire aux droits de l'homme, qui ont été lancées sur des femmes vendeuses de fruits à côté du marché central, ces putschistes viennent encore une fois de prouver que la communauté internationale s'était trompée de cible quand elle a attribué ces attaques aux jeunes affiliés aux partis politiques, au pouvoir et à la police nationale. Donc ces attaques à la grenade viennent d'être revendiquées, les auteurs sont connus. Sur ce, Monsieur le Président, toute la communauté internationale devrait condamner ces violences aveugles, revendiquer au grand jour et exiger l'arrêt immédiat de ces putschistes dans les pays qui les hébergent. Maintenant que les auteurs sont connus, ils doivent être tenus responsables de leurs actes et en répondre devant la justice. Je reviens, Monsieur le Président, à l'actualité. Monsieur le Président, comme j'ai eu à le dire le vendredi dernier devant vous, devant ce même Conseil, à la veille des élections législatives et communales du 29 juin 2015, mon gouvernement avait un choix difficile à faire entre deux options qui s'offraient à lui. Les deux options étaient, Monsieur le Président, de reporter les élections comme certains partenaires le demandaient et accepter volontairement de tomber dans le vide institutionnel avec toutes les conséquences que cela représente. La deuxième option était d'aller tout droit aux élections et doter le pays des institutions démocratiques conformément à la Constitution burundaise. Donc, tenant compte de ce danger de vide constitutionnel, mon gouvernement a choisi d'aller aux élections, et ce qui a permis
au peuple burundais de s'exprimer librement le 29 juin 2015. Comme vous l'avez bien suivi, Monsieur le Président, les élections ont eu lieu comme prévu dans le calme, la quiétude et aucun incident majeur n'a été signalé le jour des élections. Tous les observateurs nationaux et régionaux, et surtout les observateurs des pays voisins, ont émis des rapports d'appréciation sur les conditions dans lesquelles les scrutins se sont déroulés. Une seule mission d'observation a émis des doutes sur son rapport pour des raisons que tout le monde connaît. Je n'y reviendrai pas, j'en ai parlé hier devant la configuration Burundi de la Commission de consolidation de la paix. Nous remercions à cet effet, Monsieur le Président, le peuple burundais d'avoir répondu massivement à ce double scrutin pour élire les conseillers communaux et les députés. Le taux de participation de 75% est un message clair, Monsieur le Président, à tous les Burundais, mais aussi aux partenaires du Burundi. Cela veut dire que la majorité silencieuse, qui n'a pas participé aux manifestations violentes pour être à la une des médias, avait soif de voter. C'est aussi un message voulant dire que rien ne peut, Monsieur le Président, rien ne peut légitimer une élection que le taux de participation du peuple. Le peuple burundais a parlé, Monsieur le Président, et l'on devrait respecter son expression. Monsieur le Président, comme je le disais plus haut, la paix, le calme, la sécurité ont en effet caractérisé le déroulement du double scrutin que certains détracteurs de la démocratie burundaise avaient depuis plusieurs mois qualifié de scrutin non crédible avant même qu'il n'ait lieu. La participation aux élections du 29 juin 2015 a été massive, très massive même, et elle a été libre et transparente et apaisée le jour des élections. Elle fut le témoignage éloquent de la détermination du peuple burundais à vouloir renouveler les institutions du pays afin que les mandats soient respectés conformément à la loi fondamentale burundaise. Au niveau de la mairie, Monsieur le Président, la capitale, malgré quelques cas isolés d'intimidation planifiée dans les quartiers dernièrement objets d'insurrection et qui ont été heureusement déjoués par les agents de l'ordre, les citadins qui le souhaitent ont pu voter librement, grâce notamment à la délocalisation de certains centres de vote qui a permis qui a limité les incidents majeurs durant le jour du vote. Dans les provinces à l'intérieur, sur les 1001 collines du Burundi, le comportement des électeurs a surpris plus d'observateurs, tant nationaux qu'internationaux. En effet, Monsieur le Président, vers 12 heures à la mi-journée, plus de 95% d'électeurs inscrits s'étaient déjà acquittés de leurs devoirs civiques. C'est aussi un message, Monsieur le Président, qui montre que ce peuple avait soif de voter, qui s'est exprimé très tôt le matin avant d'aller dans les travaux champêtres. Cela prouve aussi que ceux qui demandaient les reports interminables prenaient en otage la majorité silencieuse qui voulait participer au vote. En ce qui concerne la participation, nous avons remarqué au jour du scrutin plusieurs partis politiques et indépendants qui ont pris part au scrutin. Certains ont même joué ce que j'appelle, Monsieur le Président, la stratégie dite dit dedans et dit dehors, en faisant semblant de boycotter, mais tout en faisant du porte-à-porte pour convaincre les Burundais de voter pour eux. Cet exercice du porte-à-porte a été confirmé par le rapport de la MENUB. Il convient de souligner ici que la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, n'a jamais reçu de la part des partis, coalitions ou candidats indépendants de requêtes formelles demandant le retrait explicite des dossiers de candidature, ni pour l'élection des conseillers communaux, ni pour l'élection des députés. En conséquence, Monsieur le Président, certains partis, coalitions et candidats indépendants ont eu des électeurs qui ont voté pour eux malgré le semblant de boycott annoncé dans les médias de la place. C'est ainsi que dans le respect des droits civils et politiques reconnus par la Constitution burundaise, en particulier celui d'élire et de se faire élire, la CENI a procédé à l'attribution des suffrages, à la répartition des sièges, conformément à la loi, aux listes
qui les ont obtenus. Si un parti politique ou une coalition de partis politiques ou un indépendant n'occupe pas de siège obtenu, par l'une ou l'autre raison, le code électoral sera appliqué en la matière aux articles 138 du code électoral pour les députés et à l'article 185 pour les conseillers communaux et l'article 143 pour les sénateurs. Bref, l'appel au boycott par la coalition Amizero Barundi, Hope of Burundi in English, dirigée par Agathon Rwasa, était tout simplement un jeu tactique, mêlé de spéculations oiseuses. S'agissant des résultats législatifs, selon le rapport de la CENI rendu public le mardi 7 juillet 2015, le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, a remporté 77 sièges sur 100, l'IPRONA 2 sièges, ainsi que la coalition Amizero qui a récolté 21 sièges, ce qui fait un total de 100 sièges, mais nous devrons, pour respecter l'accord d'Arusha, ajouter un nombre de députés équivalent à 21 pour pouvoir équilibrer cette équipe parlementaire du point de vue genre et du point de vue ethnique. Nous osons espérer, Monsieur le Président, qu'Agathon Rwasa ne commettra pas la même erreur qu'en 2010 en renonçant au siège obtenu par caprice politique. Ce serait une erreur grave pour ce politicien, un double mépris surtout envers ses électeurs, et nous comptons sur nos partenaires pour le conseiller dans le bon sens afin de lui éviter de basculer encore une fois du mauvais côté de l'histoire. Je voudrais saisir cette occasion, Monsieur le Président, pour remercier dans son ensemble la population burundaise, l'administration territoriale, les forces de l'ordre et de sécurité en particulier, pour leurs actions conjuguées destinées à sécuriser les électeurs et les lieux de scrutin le jour des élections. Nous profitons en outre de cette opportunité pour féliciter et remercier vivement les nombreux observateurs nationaux, régionaux et internationaux qui ont sillonné les collines et quartiers du Burundi pour suivre de très près le déroulement des élections du 29 juillet 2015. Ils étaient, Monsieur le Président, plus de 200 observateurs régionaux et internationaux, plus bien évidemment ceux de la MINUB, dotés d'accréditation à portée nationale et des milliers d'observateurs nationaux. Sur ce, nous estimons que les observateurs électoraux accrédités par la CENI ont contribué sensiblement à la consolidation de la démocratie, à la paix dans notre pays. Nous remercions les 4 chancelleries ressortissants de la République centrafricaine, de la République unie de Tanzanie, de la République ougandaise et de la République kenyane, qui, à travers une déclaration politique félicitant la CENI d'avoir organisé et dirigé les premières élections communales législatives dans la transparence sans faille et une liberté exemplaire à tous les partenaires politiques, ont été invités à participer, ont montré que le peuple burundais avait soif des élections et qu'il était réellement démocratique. Je tiens ici à souligner ce que j'ai l'habitude de dire, Monsieur le Président, le respect de la dimension régionale. Nous comprenons difficilement ce décalage entre une observation extra-continent et une observation régionale en matière d'appréciation des élections dans notre pays. Nous devons essayer dans l'avenir d'essayer d'harmoniser pour que les positions de New York soient harmonisées avec les positions de la région. Et ce rapport, Monsieur le Président, ce rapport des observateurs régionaux, je le disais tantôt, vient renforcer le rôle des acteurs régionaux et l'importance du respect de la dimension régionale par les acteurs extra-continents. Par la même occasion, je ne peux pas ne pas remercier tous les pays et organisations internationales qui ont pris le courage en soutenant la souveraineté nationale et la légitimité du peuple burundais à se choisir démocratiquement ses propres représentants dans les différentes institutions, ainsi que la promotion de la dimension régionale ici au siège. Ces pays se reconnaîtront à travers ce message. Nous remercions en outre et profondément les associations de la société civile, religieuses, qui ont eu le courage d'accompagner les élections et de jouer un rôle d'observateur avec professionnalisme et neutralité avérée. Nous remercions tout particulièrement
les mandataires politiques des partis politiques qui ont bravé la faim, la fatigue et le sommeil pour l'amour de la patrie, pour aller observer de vive voix des élections durant tout le cycle du scrutin, du début jusqu'au dépouillement. Et nous remercions enfin les pays qui ont eu à accueillir les réfugiés burundais à la suite des matraquages médiatiques et politiques, pleins quelquefois de mensonges et de rumeurs, ayant poussé plusieurs personnes à fuir le pays. Nous exhortons les pays à aider le Burundi dans le repatriement de ces réfugiés, en leur montrant que la paix est revenue au pays et que les raisons qui les ont poussés de fuir n'étaient pas fondées. Tout naturellement, mon gouvernement aussi est déterminé à créer des conditions propices au retour de nos compatriotes qui ont fui ces rumeurs. Et nous saisissons, Monsieur le Président, cette opportunité pour remercier ces milliers de réfugiés burundais qui rentrent du pays, mais dont le commissaire aux droits de l'homme n'a pas fait mention. Nous estimons autour de 40 000 réfugiés qui sont déjà rentrés au pays, mais souvent la communauté internationale s'intéresse à ceux qui fuient, mais ceux qui rentrent au pays sont ignorés. Donc nous avons un nombre de 40 000 à peu près qui sont déjà rentrés. Donc on devrait de temps en temps aussi, honnêteté intellectuelle oblige, souligner aussi qu'il y a des gens qui rentrent. S'agissant, Monsieur le Président, de la suite du processus, et aussi, je dirais, un mot sur le sommet de l'EAC qui a eu lieu le 6 juillet 2015, je tiens à vous informer que nous avons bien accueilli les conclusions du sommet de l'EAC tenu le 6 juillet 2015 à Dar es Salaam, en Tanzanie. Au cours de ce sommet, le Burundi a participé activement et les leaders de la région ont émis des résolutions idoines pour trouver des solutions pacifiques à la crise burundaise que nous avons accueillies dans l'ensemble avec satisfaction. Et nous nous réjouissons, Monsieur le Président, de la désignation du président ougandais Kaguta Yoweri Museveni pour piloter le dialogue interburundais. Dans le même ordre d'idées, nous sommes très satisfaits de voir la région de l'East African Community reprendre le lead du dialogue au plus haut niveau. Ceci vient renforcer la cohérence et les aspects régionaux de la résolution des crises et des paradoxes en Afrique. Monsieur le Président, vous êtes sans ignorer que l'ONU est bien placée pour promouvoir une plus grande harmonie entre les dimensions sous-régionales, régionales et continentales et même internationales dans la réponse des crises post-conflit. L'expérience de terrain au Burundi tout récemment a confirmé, Monsieur le Président, qu'une plus grande cohérence régionale et sous-régionale est un facteur clé dans le soutien des efforts liés à la résolution des crises et des paradoxes. Il reste essentiel de continuer à intégrer les perspectives régionales et sous-régionales dans le travail de la médiation. En effet, de nombreux pays, comme vous le savez, Monsieur le Président, le Burundi inclus, préfèrent recevoir de l'aide et des conseils des pays voisins et des organisations régionales qui leur sont proches, qui les connaissent, qui connaissent les cultures, qui connaissent l'histoire politique. Ils sont mieux placés pour prodiguer des conseils très efficaces pour trouver des solutions idoines à la crise burundaise. Avec le principe de subsidiarité et de proximité, l'Union africaine est appelée à soutenir les initiatives sous-régionales et laisser encore une fois le lead aux acteurs sous-régionaux de la communauté est-africaine dans la conduite de ce dialogue. Monsieur le Président, je rappelle ici le fait que la désignation d'un acteur régional de très haut niveau, au niveau présidentiel, et la récupération du lead par l'EAC dans le dialogue interburundais vient répondre au communiqué du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine à sa 515e séance dans sa partie opérationnelle où le Conseil invite la présidente de la Commission de l'Union africaine d'initier immédiatement des consultations pour l'opérationnalisation de la facilitation internationale sous les auspices de l'East African Community. Je souligne ici sous les auspices de l'East African Community. En ce qui concerne le report des élections proposées par le sommet, Monsieur le Président,
c'est la date du 30 juillet qui est proposée. Mais je dois avouer que le gouvernement a bien accueilli cette recommandation, mais je dois vous dire que les dispositions de la Constitution burundaise ne permettent pas le report jusqu'à cette date. Conformément à la Constitution burundaise, le président de la République est élu un mois avant la fin de son mandat. Or, la fin du mandat de l'actuel président est prévue le 26 août, ce qui veut dire que le président doit être élu au maximum le 26 juillet. Et là aussi, il faut prévoir 15 jours pour le deuxième tour. Les 15 jours sont à prendre entre le 26 juillet jusqu'au niveau du 15 juillet. Donc nous sommes très disposés à couper la poire en deux. Un petit glissement, Monsieur le Président, d'une semaine vers le 21, le 22, ne causerait aucun problème par rapport à la Constitution. Donc il y a moyen d'accepter ce glissement. Les leaders burundais et les leaders de la région en discutent. Je pense qu'il y aura un compromis sur la date exacte des élections sous peu. En ce qui concerne, avant de terminer, je voudrais revenir rapidement. Nous parlons de la crise, nous parlons des problèmes politiques, mais il faut aussi penser aux problèmes économiques qui guettent le Burundi dans les prochains mois. Là, j'en reviens aux défis immédiats que devra faire face le gouvernement dans les prochains jours. Le premier défi, Monsieur le Président, c'est de restaurer la confiance entre les Burundais eux-mêmes, de continuer à mener des efforts remarquables pour renforcer cette réconciliation nationale, la cohésion nationale. Ceci pour dire que ce dialogue inter-burundais devra continuer même au-delà des élections. Parce que 2 semaines, 1 semaine, c'est tellement court qu'on ne peut pas espérer la magie. Donc nous devons continuer à dialoguer pour pouvoir renforcer la cohésion nationale. Et le gouvernement est très disposé à le faire. Et ça fait partie des recommandations des chefs d'État de l'EAC. Nous devons aussi, au-delà de la cohésion nationale, au-delà de la restauration de la confiance entre Burundais, restaurer aussi la confiance entre le gouvernement du Burundi et certains États partenaires qui, vous le savez, ont pris à un moment des décisions, des prises de position étanches sur la problématique burundaise. Mais compte tenu de l'évolution de la chose, nous devons composer avec le réalisme politique et pouvoir restaurer cette confiance avec nos partenaires. Donc, le prochain gouvernement devra faire des initiatives pour pouvoir approcher nos partenaires pour effectivement regagner cette confiance perdue. Nous devons aussi poursuivre, Monsieur le Président, c'est ici notre défi, le programme de désarmement. Le désarmement de la population civile est très important. Nous avons un grand programme de désarmement, mais ces derniers temps, compte tenu du contexte des élections, nous devons accélérer le désarmement des populations civiles qui se trouvent dans toutes les tendances politiques, dans tous les groupes. Donc, il n'y a pas un groupe particulier à singulariser. Donc, ce serait un désarmement général de la population civile. Pour terminer, il faudra aussi renforcer le secteur privé pour générer des emplois. Monsieur le Président, nous devons trouver des alternatives à ces jeunes qui se livrent à la violence. Un jeune qui a de l'emploi ne peut pas se livrer à la violence. La plupart de ces jeunes que vous avez constatés dans la rue sont des chômeurs, ils n'ont pas d'emploi. Donc nous devons aussi bénéficier de l'appui de nos partenaires pour renforcer le secteur privé, pour créer des emplois pour ces jeunes désœuvrés afin de leur permettre de trouver d'autres alternatives à la violence. Ceci est valable aussi pour les politiciens du Burundi. La plupart des politiciens du Burundi, Monsieur le Président, espèrent toujours vivre avec des postes politiques. Et on ne peut pas gagner. Ce n'est pas tout le monde qui gagne les élections. Il faut commencer à penser aussi à trouver des alternatives d'emploi à certains politiciens burundais. Si jamais ils échouent les élections, qu'ils trouvent d'autres alternatives pour travailler dans le secteur privé au lieu de se lancer dans la violence pour bénéficier des postes politiques.
Monsieur le Président, j'en ai terminé. Juste un petit commentaire par rapport à ce qu'a dit le haut-commissaire aux droits de l'homme. Tantôt, il a parlé du désarmement, mais j'ai entendu qu'il ciblait un groupe particulier de jeunes. J'insiste que le désarmement concerne tout le monde. Les jeunes manifestants qui ont lancé des grenades, les grenades qui viennent d'être revendiquées, ce ne sont pas les jeunes du parti au pouvoir qui les ont lancées. Ça vient d'être revendiqué à partir de Nairobi. Donc, ce sont des grenades. On connaît les auteurs. Donc, le désarmement, je répète, ça concerne tout le monde. Évitons de singulariser un groupe, c'est contre-productif. Je vous remercie, Monsieur le Président. I thank the representative of Burundi for his statement. There are no more names inscribed on the list of speakers. I now invite council members to informal consultations to continue our discussion on the subject. The meeting is adjourned.